Donc, faut-il avoir peur de l'ostéoporose? Alors, pourquoi j'avais prévu de vous parler enfin, j'avais envie de parler de l'ostéoporose? En fait, ça vient d'une expérience personnelle qui est la suivante, c'est que j'ai eu à plusieurs reprises des patientes qui venaient en rééducation et qui avaient un diagnostic d'ostéoporose, mais qui venaient en rééducation pour d'autres choses et qui avaient plein de questions à me poser sur l'ostéoporose et notamment liées à des craintes, des peurs, en pensant effectivement que leur corps était fragile et que leurs os pouvaient briser d'un moment à l'autre. Et en fait, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais creuser un peu la question» et d'autant plus que dans mon ancien cabinet et ben, on se faisait des staffs régulièrement où on faisait des présentations à nos collègues. Et donc j'ai creusé le truc et puis, j'ai fait cette présentation et là, quand, l'institut m'a demandé de faire une présentation, je me suis dit que je pouvais l'étoffer un peu, l'améliorer pour voir, si ça pouvait intéresser certaines personnes. Donc, tac, c'est parti. Je m'appelle Paco Gonzalez, déjà je vais me présenter un peu. Je suis kiné, je suis instructeur, à l'Institut Mackenzie France. J'ai travaillé, pendant les 10 dernières années à Paris dans un cabinet, on faisait que du musculo-squelettique, l'atelier Physiosport. Et depuis le mois de septembre, j'ai déménagé en Belgique, où je travaille maintenant dans un hôpital, dans un service de rééducation ambulatoire en musculo-squelettique. Donc voilà, donc je vois que des gens avec des problèmes musculo-squelettiques divers et variés, et aujourd'hui beaucoup, beaucoup de gens avec des problèmes un peu chroniques. Donc voilà, c'est quand même très, très intéressant. Donc, qu'est-ce que l'ostéoporose? Alors, la définition de l'ostéoporose, c'est une maladie osseuse qui associe à la fois une diminution de la densité de l'os et des modifications de sa microarchitecture. J'ai une petite image là qui illustre bien ce que ça peut être. Donc, à gauche, c'est un os normal et à droite, c'est un os ostéoporotique. Et on voit qu'effectivement, il y a une diminution de la densité et une augmentation en fait des alvéoles. Donc, on imagine bien que l'os à droite, il est un peu plus fragile que l'os de gauche. Comment ça fonctionne? Alors, l'os est un tissu vivant, donc en fait, il se renouvelle au cours de la vie, hem, pour maintenir en fait ses capacités mécaniques. Donc, il y a, ce qu'on appelle ce remodelage osseux, qui est lié à un mécanisme, à 2 types de cellules. Donc il y a les ostéoclastes qui vont, détruire, l'os déjà utilisés. On va parler de résorption osseuse et les ostéoblastes qui, eux, vont créer du nouvel os, donc la formation osseuse. Donc jusqu'à 45 ans, on a un équilibre entre résorption et formation. Et après, ça commence un peu à décliner. Avec le vieillissement, bah, forcément, on a une diminution naturelle de la masse osseuse, qu'on ait de l'ostéoporose ou pas. Ça, c'est une évolution tout à fait naturelle. Mais dans le cas de l'ostéoporose, bah, on a une accélération anormale de la résorption osseuse qui n'est pas compensée par une formation osseuse suffisante. Et cette accélération anormale, elle peut être liée à pour différentes raisons, en fait. Pour ceux qui ont fait des cours Mackenzie, grosso modo, c'est un peu la même métaphore que crédit-débit. Euh, le crédit, du coup, ça serait la formation osseuse. Le débit, ça serait la résorption osseuse. Et bah, il y a beaucoup plus de débit que de crédit, et ce qui fait que bah, l'os devient de plus en plus fragile. Et ça augmente les risques de fracture. Point de vue épidémiologie, il y a 2 à 3 fois, c'est 2 à 3 fois plus fréquent chez les femmes que chez l'homme. Et on va savoir un peu pourquoi. C'est aussi parce que ça touche beaucoup plus les femmes âgées post-ménopause. C'est donc ça touche environ 39% des femmes de 65 ans, 70% des femmes de 80 ans et plus. Et, il y a 3 types, en fait. Le plus gros risque, en fait, de l'ostéopérose, donc, c'est les fractures. Et il y a 3 types de fractures les plus fréquentes. Et les fractures entassement, de la colonne vertébrale, donc c'est plutôt des tassements en flexion avec écrasement de la partie antérieure. Donc là, l'image n'est pas hyper réaliste par rapport à l'ostéoporose, mais je trouvais qu'elle était pas mal par rapport à l'idée d'une fracture du plateau vertébral. Donc c'est vraiment la partie antérieure de la vertèbre qui va se fracturer. L'autre fracture
qui est très fréquente, c'est la fracture au niveau du col du fémur. Et la troisième, assez fréquente aussi, c'est les fractures au niveau du poignet. Donc, les fractures ostéoporotiques vont entraîner une diminution significative de la qualité de vie, une augmentation de la morbidité, de la mortalité et de l'invalidité. Et en fait, c'est ça le plus gros problème de l'ostéoporose, c'est le risque de fracture. Euh, En fait, il semblerait que dans le monde, il y a à peu près 200 millions de personnes qui sont atteintes d'ostéoporose. Et en fait, ça crée un gros problème au niveau d'économie de santé parce que les conséquences sont assez importantes, hein, en termes de coût, comme on voit, de diminution de la qualité de vie, mais augmentation de l'invalidité et aussi de la mortalité. J'ai un exemple assez simple, qui est récent, assez malheureux, mais la grand-mère de ma femme, qui avait 93 ans, est tombée récemment. Alors, elle était depuis longtemps diminuée physiquement. Elle est tombée, elle s'est fracturée la hanche, et en fait, à son âge, bah, elle a décliné très très vite, et la conséquence, c'est que finalement, elle est décédée. Donc, ça peut avoir des conséquences assez importantes, surtout chez les personnes très âgées. Maintenant, quels sont les facteurs de risque? Alors, le vieillissement est la première cause d'ostéoporose, on l'a déjà dit, mais ce qui accélère les choses, c'est la ménopause. Et surtout quand ça survient avant 40 ans. Donc, les femmes qui ont des ménopauses précoces sont plus souvent sujettes à de l'ostéoporose. Et pourquoi la ménopause? En fait, parce qu'il y a une chute des sécrétions d'hormones œstrogènes et qui va du coup modifier les mécanismes de formation de l'os. Et du coup, l'os va beaucoup moins se former et ça va créer ce déséquilibre entre résorption et formation osseuse. Il y a aussi une prédisposition génétique, donc des fois à prendre en considération s'il y a des cas dans la famille. Et il y a d'autres facteurs de risque qui sont plus liés, des facteurs de risque liés par exemple à des prises de médicaments. Alors, vous savez que souvent on dit que la cortisone a un effet néfaste sur les os. Alors, ça a un effet néfaste sur les tendons, mais ça a cet effet de favoriser l'ostéoporose au niveau osseux. Et on considère que c'est un facteur de risque quand il y a une prise de cortisone supérieure à 3 mois consécutifs et supérieure à 7,5 mg par jour d'équivalent prédnisolone. L'autre type de traitement qui peut favoriser l'ostéoporose, ce sont les traitements qui baissent ou arrêtent la sécrétion d'hormones sexuelles. Et ça, bon, c'est tous les patients, je pense que vous en entendez de plus en plus parler, notamment des patients qui ont des cancers et qui ont des traitements d'hormonothérapie, notamment pour le traitement du cancer du sein ou traitement de, euh, du cancer de la prostate. Donc ça augmente le risque aussi. Et aussi les pathologies type hyperthyroïdie et hyperparathyroïdie. D'autres facteurs de risque qui peuvent jouer, c'est les carences en vitamine D et en calcium liées à un manque de sommeil, mais tout simplement, certaines personnes vont avoir moins de vitamine D ou de calcium, une minceur excessive, donc avec un IMC inférieur à 19, et l'absence d'activité physique. Alors, absence d'activité physique ou alitement prolongé. Et moi, j'ai un exemple très récent d'ostéoporose chez une jeune personne. Donc, dans l'hôpital où je travaille, il y a aussi des patients qu'on traite qui sont suite à des cancers, notamment suite à des grosses opérations où ils ont eu des ostéosarcomes et du coup, on leur fait des prothèses. On leur met des grosses prothèses et de genoux, de hanches, ou même on fait des greffes osseuses. Enfin bon, et cette patiente qui donc avait 20 ans et qui a eu donc une grosse prothèse, hormonothérapie et aussi bah, qui n'a pas pu appuyer sur sa jambe pendant plusieurs mois parce que ces prothèses-là, pour qu'elles se fixent, et bah, ça prend du temps. Et du coup, elle avait une ostéoporose vraiment très importante sur le membre opéré. Et un jour, juste en appuyant sur son pied, et bah, elle s'est fêlé le calcanéum. Donc voilà, un des cas qui peuvent favoriser effectivement cette ostéoporose. Et deux autres facteurs très importants, c'est consommation excessive de tabac et d'alcool,
on sait bien que ces deux-là, eh ben, ils ont toujours tendance à aggraver les choses, quel que soit le problème. Voilà, au niveau de l'examen clinique, en fait, eh ben, c'est une pathologie qu'on appelle sourde ou invisible. C'est-à-dire que, en fait, à l'examen physique, on ne voit rien, sauf s'il y a une ostéoporose avancée ou suspicion de fracture vertébrale non diagnostiquée. Parce que c'est possible qu'un jour, vous ayez un patient, une patiente qui viennent vous voir et qui a des douleurs vertébrales très localisées au niveau thoracique, au niveau lombaire. Alors, les fractures, c'est quand même beaucoup plus souvent au niveau thoracique, hein, et que, effectivement, sur un mouvement qui n'est pas forcément très violent ou une chute qui n'est pas forcément très importante, hein. On parle de chute à peu près de la hauteur de la personne. Donc, vous soulevez une charge, mais qui n'est même pas lourde, et la personne va avoir une douleur vive au niveau du rachis. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, que vous pouvez vous retrouver à rencontrer, et du coup, à réorienter. Et autre chose qu'on peut observer à l'examen clinique, c'est une perte de hauteur, une kyphose accentuée liée à des fractures vertébrales antérieures. Comme je vous disais, c'est des fractures cunéiformes. On a un écrasement de la face, la partie antérieure du plateau vertébral et qui donc va augmenter la kyphose. J'imagine que ça vous est arrivé quelquefois en voyant des radios de certaines patientes ou patients d'un certain âge, de pouvoir observer ces écrasements au niveau vertébral. Donc, voilà concernant l'examen clinique. Maintenant, comment on le diagnostique? Alors, il y a un examen qui est le gold standard et qui est l'ostéodensitométrie osseuse et qui permet du coup de mesurer la densité osseuse. Et c'est vraiment ça qui va permettre de diagnostiquer l'ostéoporose. Je vais revenir un peu plus dans les détails là-dessus après. Cette ostéodensitométrie osseuse, cette ostéodensitométrie tout court, elle est utile si les facteurs de risque médicaux et d'ostéoporose euh, ou en cas d'antécédent de fracture sans choc violent. C'est ce que je vous disais. C'est facteurs de risque et fracture. Donc, dans ce cas-là, ça doit nous mettre un petit peu la puce à l'oreille et il peut être nécessaire de faire passer cet examen. C'est une mesure qui va être effectuée au niveau du rachis et du col vertébral. Et a priori, la faible densité osseuse de la hanche est plus prédictive de fractures futures. Alors, voilà à quoi ça ressemble, en fait, une ostéodensitométrie osseuse. Je vous le montre. Pourquoi? Parce que ça peut arriver qu'il y ait des patients qui vous l'amènent. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. C'est que la patiente, elle était venue avec toute sa pile d'examens complémentaires, et notamment l'ostéodensitométrie osseuse. Elle me l'a montré et elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et j'étais bien embêté parce que j'avais absolument aucune idée de comment interpréter ça. Et en fait, c'est relativement simple. Donc, ils prennent les mesures au niveau, comme je vous ai dit, vertébral, du col et parfois aussi du grand trochanter. Et en fait, il y a quelques mesures à prendre en compte. Et le score à prendre en compte, c'est le T-score. Et en fait, qui représente l'écart entre la valeur du patient et la valeur moyenne des sujets normaux du même âge et du même sexe. Alors, si jamais on a un T-score supérieur à -1, c'est-à-dire qu'on a une densité normale. Si on a un T-score entre -1 et -2,5, on va parler d'ostéopénie. Si on a un T-score inférieur ou égal à -2,5, on parlera d'ostéoporose. Et si le score est inférieur ou égal à -2,5 et qu'il y a aussi une ou plusieurs fractures, on parlera d'ostéoporose sévère. Donc ça peut être quand même un élément assez intéressant parce que cette patiente-là, en l'occurrence, euh, dont je vous parle, elle était venue avec son ostéodensitométrie et du coup, elle était hyper inquiète. C'était bon, une dame un peu anxieuse en plus de ça, mais elle avait l'impression vraiment qu'elle pouvait se casser à tout moment. Elle avait pas d'antécédent de fracture, premièrement. Et puis, en fait, je crois qu'elle avait un T-score qui était genre à 1,5 au niveau de la hanche et genre à 2 au niveau du rachis. Et, enfin, moins 1,5 et -2. Donc finalement, elle n'était pas dans une ostéoporose sévère, clairement pas.
une ostéoporose encore non plus, mais plutôt en ostéopédie. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça m'a permis aussi de la rassurer. Bien sûr, comme elle a ramené son ostéodensitométrie, je lui ai dit, attendez, là, je ne peux pas vous répondre. Et j'ai été chercher les quelques infos et après, j'ai pu lui donner plus d'infos. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir pour des fois rassurer le patient. Et dans d'autres cas, si vraiment on voit que le T-score est très faible, donc inférieur à 2,5 et que le patient a déjà eu des fractures, eh ben, ça peut être aussi un moyen pour nous de savoir à quel point on doit prendre des précautions quand on doit faire travailler notre patient. Donc voilà. Euh, il y a d'autres scores sur l'ostéodensitométrie, c'est le Z-score, qui est l'écart type par rapport à une population du même âge. Donc ça, je vous le mets juste parce que c'est présent dessus. Donc si vous le voyez, voilà, vous sachez ce que c'est. C'est utilisé pour définir l'ostéoporose dans certains contextes spécialisés. Mais honnêtement, ce n'est pas la chose la plus importante. Juste, retenez juste le petit score. Et si jamais vous ne savez plus, quand vous vous retrouvez face à une oscillositométrie, quels sont exactement les rapports ou les cut-offs, et ben vous tapez T-score sur Internet, sur votre téléphone, et vous l'aurez tout de suite. Ensuite, maintenant, on va parler du traitement. Alors, l'objectif est donc d'éviter la survenue de fractures en renforçant la solidité du tissu osseux et en prévenant les chutes. Donc, il y a ce questionnaire, je vais vous montrer un peu après, qui est le FRAX, et en fait qui permet d'évaluer le risque de fracture ostéoporotique euh, dans les 10 ans à venir. L'autre chose importante, c'est d'apprécier le risque de chute en faisant une analyse de l'équilibre ou de l'autonomie de façon assez stricte. Donc, ça, c'est un truc qu'on sait déjà faire, hein, les kinés, voir à quel point le patient risquerait de tomber et à quel point son équilibre est bon ou mauvais. Et en fait, c'est ces données-là qui vont permettre au médecin de choisir le mieux le traitement pour le patient. Alors, concernant ce FRAX, alors je vous ai mis ici le lien. Alors, si vous tapez FRAX ostéoporose sur YouTube, vous le trouverez, enfin, pardon, sur Google, vous le trouverez et en français comme en anglais. Donc, vous voyez, il y a 12 items avec l'âge, le sexe, le poids, la taille, des antécédents de fractures, des fractures de hanche dans la famille, est-ce que patient fumeur, est-ce qu'il y a des corticothérapies, arthrite rhumatoïde, voilà. Et aussi le BDM, c'est l'ostéodensitométrie au niveau du col du fémur. Et en fait, ça permet de calculer le risque de fracture dans les 10 ans à venir. Maintenant, concernant le traitement, alors, le traitement médicamenteux, il y en a plein, 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 et donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vais quand même vous donner les principes. Alors, en fait, il peut y avoir deux types d'actions, enfin trois types d'actions, en fait. Le premier, soit ils freinent la perte de masse osseuse, soit ils vont stimuler la formation osseuse, soit ils vont avoir les deux actions. Et en plus, ils vont avoir un effet localisé, c'est-à-dire que certains médicaments vont avoir un effet plus préférentiel au niveau de la hanche, au niveau des vertèbres ou au niveau des deux. Donc ça, c'est vraiment pas à nous de décider, hein. Ça, c'est les rhumatologues qui vont évaluer quel est le meilleur médicament pour le patient. Euh, le plus courant, ce sont les bisphosphonates qui, eux, freinent la résorption osseuse. Et c'est vraiment ceux qui sont les plus couramment prescrits, généralement ceux qui sont prescrits en première intention. En fonction de l'effet, on voit si on continue avec ça ou si on prescrit d'autres traitements. Alors, il a plusieurs effets secondaires, mais pas tant importants. Mais l'effet secondaire principal et le plus rare et vraiment embêtant, par contre, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire. Donc, c'est des patients qui doivent être suivis par un dentiste de façon régulière, mais cet effet secondaire est quand même assez rare. Une fois le traitement commencé, par contre, ouais, il ne doit pas être interrompu pendant plusieurs mois, voire des années, si on veut vraiment prévenir le risque de fracture. Alors en fait, ces biphosphonates, ils vont pas vraiment améliorer, en fait, ils vont pas traiter l'ostéoporose, mais ils vont freiner l'évolution, hein. Ils vont pas faire que comment dire, la densitométrie osseuse va augmenter, mais ils vont empêcher qu'elle réduise de trop. Donc, réduire aussi le risque de fracture.
D'autres éléments qui peuvent aider pour le traitement, c'est l'hygiène de vie. Donc, essayer d'avoir le maximum de vitamine D. Alors, déménager sur la Côte d'Azur, ça peut être une idée, même si j'ai déménagé en Belgique et honnêtement, il n'arrête pas de faire super beau et super chaud. Donc, prendre du soleil, ça peut être une solution. Mais en fait, on peut aussi demander des prescriptions de compléments alimentaires ou de prescriptions de vitamine D. De la même manière, un complément en calcium qui peut être apporté par l'alimentation, hein, avec les produits laitiers, mais aussi avec plein d'autres nourritures qui peuvent apporter du calcium. L'arrêt du tabac est vraiment très important. Et la prévention des chutes, donc ça, c'est là où nous, on peut avoir vraiment un effet dans la prise en charge de ces patients et patientes, en travaillant sur l'équilibre et essayer de réduire un peu tous les risques de chute. Ça, c'est quelque chose que normalement on est censé savoir. Et l'autre traitement très important, c'est l'activité physique, et ça va être d'ailleurs le deuxième volet de ma présentation. Parce que ce qui est super intéressant, c'est de voir quel est l'effet de l'activité physique sur l'ostéoporose. Alors là, j'ai un peu épluché la littérature, et c'est fou parce qu'il y a plein de trucs dans la littérature. Vraiment, il y a plein de publications et récentes et plein de revues systématiques avec méta-analyse. Donc, la revue systématique, je rappelle ce que c'est les gens qui vont poser une question sur un thème, ils vont faire un tour de toute la littérature, ils vont sélectionner, regarder celles qui répondent le mieux, les études qui répondent le mieux à leurs questions, et c'est de voir quelle réponse elles donnent. Alors, donc, si on voit d'abord l'effet préventif de l'activité physique. Donc, cette étude, elle a été faite, c'est une étude qui a été commandée par euh, la, l'OMS, justement pour écrire les guidelines ou les recommandations de l'activité physique et du comportement sédentaire. Et du coup, ils ont pris qu'une population de personnes âgées de 65 ans ou plus, et donc vu quelles étaient les activités, alors ils ont pris tous les types d'activités physiques, que ce soit aérobie, résistance, saut, et divers et variés. Et du coup, ils ont vu quel était l'effet sur l'ostéoporose. Donc, a priori, ça joue un rôle dans la prévention de l'ostéoporose. Ce qu'ils ont évalué aussi, c'était l'ostéodensitométrie, l'effet sur l'ostéodensitométrie. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent dire que ça prévient l'ostéoporose et en plus, ça réduit les risques de chute. Le niveau de preuve est plus élevé donc, au niveau du rachis qu'au niveau de la hanche. Et a priori, les programmes à dose plus élevée et qui impliquent des exercices variés, exercices contre résistance, semblent plus efficaces. Donc ça, déjà, ça nous permet d'avoir un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut proposer à nos patients. Donc, des exercices fréquents, des exercices multiples et des exercices contre résistance. Donc ça c'est dans l'effet préventif. Maintenant, dans les faits curatifs, alors dans cette étude-là, ils ont comparé l'exercice contre traitement conventionnel. Donc, ils ont pris les études qui évaluaient l'exercice versus exercice plus traitement conventionnel, ou exercice versus traitement conventionnel uniquement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, a priori, l'exercice a tendance à vraiment améliorer la densité motrice osseuse, au niveau col fémoral et colonne lombaire, et qu'il y ait un traitement conventionnel, alors médicamenteux conventionnel ou pas, et a priori de façon très significative. Ce qui ne veut pas dire que ça peut vraiment suppléer le traitement médicamenteux, mais c'est quand même très intéressant de se dire que même s'il n'y a pas de traitement médicamenteux, ça a un effet. Donc en plus avec le traitement médicamenteux, ça peut avoir un effet encore plus intéressant. Ensuite, quel type d'activité? Alors là, en fait, dans cette étude, ils ont évalué l'effet de séances variées, donc avec au moins de plusieurs composants. Donc ça pouvait être du travail aérobique, du travail contre résistance, du travail, je ne me rappelle plus, parce que j'ai pas mes notes, parce que je... bon.
avec 4 types d'exercices différents. Donc, contre-résistance, des sauts et aussi ouais, l'aérobie. Et en fait, ce qu'ils observent, c'est que plus c'est varié et plus c'est intéressant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que ça améliore toutes les variables, parce que ça améliore, ah oui, il y a aussi des exercices d'équilibre, donc ça améliore l'exercice de l'équilibre, ça améliore l'endurance, l'aérobie, donc c'est vraiment intéressant de faire des séances assez variées. Euh, Ils ont aussi testé sur l'étude suivante l'effet de l'exercice dynamique contre résistance. Donc là, c'était soit contre charge sur des appareils euh, classiques, ou poids libre, ou contre élastique. Et là, pareil, en fait, l'effet est statistiquement significatif faible au niveau col fémoral et modéré au niveau rachis, mais ça veut dire qu'on peut faire travailler nos patients contre résistance dynamique. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, quel est l'impact de la résistance euh, à charge lourde, en fait? Donc là, en fait, ils ont évalué l'impact sur la résistance avec une RM au moins supérieure à 60, non, une charge, pardon, des charges supérieures à 60 à 70% de la 1 RM. Donc ça, c'est quand même assez important. Je vous rappelle, une 1 RM, c'est la charge maximale qu'on peut développer avec une répétition. Et en faisant, alors ils utilisaient des squats, des back squats, donc avec une barre sur le dos, avec aussi comment dire, des deadlifts et des exercices d'extension aussi du rachis. Donc, c'était assez intéressant. Et pareil, c'est un effet très intéressant. Ça augmente la densitométrie osseuse. Dans l'étude suivante, ils ont évalué, pareil, les exercices avec haute intensité, mais haute impact élevé. C'est-à-dire, ils ont testé qu'est-ce que ça a donné les sauts. Et ça, c'est très intéressant parce que des exercices de renforcement de saut et aérobie en charge qui exercent une charge de forte intensité sur l'os et provoquent de fortes contractions musculaires, ont démontré leur efficacité pour améliorer ou maintenir la densité osseuse de la colonne lombaire ou du fémur. Donc ça veut dire qu'on peut faire des sauts à ces patients-là. Et ça, c'est très intéressant. Et même avec de la charge. Alors, bien sûr, comme ça, on se dit, est-ce qu'il n'y a quand même pas des précautions à prendre? Et ils en parlent dans ces des études-là. Et ce qu'ils disent, c'est que la précaution à prendre, c'est qu'il faut que ce soit supervisé au moins au début et qu'il y ait une bonne technique. Hein, c'est sûr que si vous avez une patiente ou un patient qui a de l'ostéoporose importante et lui faire des deadlifts ou des Jefferson curls ou des sauts tout en syphose et des sauts répétés tout en syphose, on prend quand même un peu des risques. Donc, il faut quand même les guider pour être sûr que la technique soit bonne. Ensuite, ça ne veut plus passer. Bon, alors, mon PowerPoint s'est arrêté. Bon, la diapo suivante, c'était par rapport à la fréquence des exercices. Il faut attendre que je réponde. Donc, la fréquence des exercices, en fait, ils ont regardé, voilà, euh, ils ont comparé en fait des entraînements avec une fréquence de plus de 2 séances par semaine et des séances à une fréquence de 1 à 2 séances par semaine. Et en fait, c'est clair que ce qui est recommandé, c'est prévoir au moins 3 séances par semaine. Alors, 3 séances par semaine au cabinet, c'est pas toujours facile à mettre en place. Et il y a cette étude qui a testé l'effet des séances non supervisées et pareil, en fait, on voit que si jamais les gens sont bien guidés et tout ça, en fait, si on leur fait des exercices variés, ils vont avoir on a un effet sur la densité motrice osseuse. Donc, c'est tout à fait possible de faire 3 séances par semaine. Moi, ce que je faisais avec mes patientes, c'était une séance au cabinet et puis je les encourageais à faire 2 séances par semaine. Voilà, en conclusion, le rôle suggéré par rapport à cette présentation, mes recherches, ce que je vous suggère pour le kiné, c'est donc on n'a pas un rôle diagnostique, mais un conseil. Les patients qui ne seraient pas diagnostiqués, mais qui pourraient avoir eu des facteurs de risque importants pour lesquels on pourrait penser que potentiellement il y a de l'ostéoporose, on pourrait les renvoyer vers le bon professionnel de santé et les conseiller sur les examens. Donc le bon professionnel de santé, c'est le rhumatologue.
On peut les aider à interpréter les examens et du coup peut-être aussi à réduire l'anxiété liée à ce diagnostic. On doit promouvoir et leur donner des conseils sur les types d'activités physiques et les accompagner dans un début de prise en charge, dans un début ou dans une reprise d'activité physique. Donc voilà, pour résumer, grosso modo, on peut mettre de la charge, on peut mettre des sauts, on peut mettre des résistances élastiques ou des charges lourdes ou des poids libres. Euh, Grosso modo, on peut un peu tout faire. Bien sûr, on va s'adapter en fonction du T-score. Si on a un patient qui a une ostéoporose sévère, bah, on va éviter de mettre trop de charges, trop lourdes tout de suite, en tout cas. On va suivre une certaine progression, comme un peu avec tous les patients qui n'auraient pas l'habitude de faire de l'activité physique. Mais en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ces recherches, c'est que finalement, on peut faire pas mal de choses. Aussi, dans les sauts, ça, je trouve ça très intéressant. On peut faire des sauts à nos patients. Et aussi, ce qui était recommandé dans cette étude avec les sauts, il y avait des résultats sur de l'aquagym et des sauts, des séances de sauts et d'aérobie en aquagym qui donnaient des résultats aussi très intéressants. Voilà. Donc, vraiment, on a un gros rôle à jouer là-dessus et il ne faut pas avoir peur de faire bouger nos patients en prenant bien sûr quelques précautions. Très bien. Voici la bibliographie. Je vais vous transmettre le PDF de cette présentation. Donc, vous pourrez regarder tout ça. Et mon truc, il marche encore Et, pas. Voilà. Paco, on a une question. Ça y est, c'est sorti. Donc, voilà, la bibliographie. Je vous montre. Alors, on a une question. OK. Oui, les Alors, je sauts vous sont... écoute. Ou alors, tu l'as. Oui, je te Moi, la j'arrive lis. plus à sortir de mon truc là. Je te la lis. Oui, vas-y, parce que j'ai mon ordi là. OK. Les sauts Ouais, sont vas-y, recommandés dis-moi. chez les femmes post-ménopause. Mais est-ce le cas chez les ostéoporotiques? Ce n'est pas la même population. Ah, alors, en fait, ouais, alors, c'est pas la même population. Euh, Ce qu'ils ont observé, alors dans les études, sur les études qu'il y avait sur les seaux, en fait, il y avait plusieurs types de seaux. Déjà, il y avait des seaux à sec et des seaux dans l'eau. Et en fait, effectivement, ils observaient pas, ils étudiaient pas les mêmes types de populations. Chez les patientes, alors il y avait une étude qui était très intéressante où justement ils ont séparé ça. Chez les patientes ils ont regardé les patientes pré-ménopause et post-ménopause, l'effet de l'exercice haute résistance et des sauts. Et en fait, on voyait qu'il y avait à peu près le même effet sur ces deux patientes, sur deux types de patientes. Et après, ils ont aussi séparé en fait deux groupes. Ils ont regardé l'effet des sauts et de l'exercice à forte résistance sur des patients qui n'avaient pas de diagnostic d'ostéoporose et des patients qui avaient un diagnostic d'ostéopénie ou d'ostéoporose. Et ce qui était super intéressant, c'est que l'effet sur la densitométrie osseuse était encore plus significatif chez les patients qui avaient ostéoporose ou ostéopénie. Donc voilà. Il y avait aussi dans toutes les études, enfin, il y avait deux revues systématiques qui parlaient d'exercices à haute intensité et avec des sauts. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr, ils se sont posé la question des risques que ça pouvait prendre. Et en fait, à chaque fois, c'était des études avec plein de patients, alors plusieurs centaines de patients. Et en fait, aucun effet collatéraux ou dommages n'avait été signalé, même avec des sauts et des charges lourdes sur tous les patients qui avaient été suivis dans ces études. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des précautions à prendre. Et on pourrait toujours effectivement envisager qu'en faisant faire des sauts à un patient, une patiente ostéoporotique, on puisse effectivement provoquer, avoir créé une fracture. Mais le truc, c'est qu'il y a un terme de bon sens aussi. Qu'un patient ou une patiente très âgée avec une ostéoporose sévère, des antécédents de fracture, aller faire des sauts, bon, on peut vraiment se poser la question. Après, une patiente ou un patient qui aurait de l'ostéopénie, euh, bon, qui a déjà une activité physique connue, ouais, parce que je n'ai pas dit, il y avait aussi la course à pied aussi, pouvait avoir un intérêt. Donc,
ces patients-là, bah, avec une certaine progression, on peut les amener à faire des sauts. Voilà, j'espère que la réponse était claire. Oui, merci, merci Est-ce qu'il y a Paco. d'autres questions? Eh bien, écoute, non, pas pour le moment, mais comme je dis, on laisse toujours le webinaire ouvert, un petit quart d'heure, pour que les gens prennent le temps de poser leurs questions et on leur répondra Ok, via, moi je reste là. ouais, via le PDF qu'on leur envoie. Voilà, vous recevrez comme Ouais. d'habitude le replay et le PDF de la présentation de Paco et avec les questions que vous allez poser là, tranquillement, pendant un petit quart d'heure, parce qu'on laisse le webinaire ouvert. Voilà. Merci Paco, c'était passionnant comme d'hab. Et, merci Valérie. Je voulais juste préciser aussi une petite chose. Ce webinaire, du coup, il est présenté par l'Institut Mackenzie France et on fait des webinaires comme ça tous les mois. Alors, il n'y en aura pas, je pense, au mois d'août, mais il s'en Non, reprendra au mois de septembre ouais, on est en vacances. Ouais. sur, ouais, sur des thèmes divers et variés Mm, et pas forcément en lien directement avec le MDT, mais en lien avec du musculo-squelettique. Et voilà, donc pour vous tenir au courant, le plus facile, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Institut Mackenzie France sur Facebook, Instagram. Et vous pourrez voir les stories ou les annonces de ce genre de webinaire. On fait aussi un webinaire toutes les 2 semaines de présentation de la méthode Mackenzie pour les gens qui ne connaîtraient pas la méthode Mackenzie. mm, mm. Et voilà, vous pouvez aussi le proposer à vos collègues pour ceux qui sont formés, de proposer aux collègues qui voudraient se renseigner sur la méthode Mackenzie. Pareil, c'est un peu le même format, un webinaire de à peu près une demi-heure. Oui, c'est Voilà, je ça, suis une petite désolé demi-heure. pour mes bafouillages sur la présentation des études, mais normalement j'avais des notes qui devaient suivre et avec le petit Microsoft Teams, je n'arrivais pas à voir mes notes. Donc j'ai fait toute tête, alors que Ben, bon, bravo, vraiment. voilà. Bravo Paco. Eh ben Merci écoute, Val. ouais, de bonnes vacances à tous. Voilà, surtout un bel été, de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. On vous fera parvenir nos webinaires. Voilà, vous recevrez ça par mail comme d'hab. Et on vous envoie le replay et le PDF de la présentation de Paco. Qu'on remercie. À bientôt Paco. Voilà, Et à merci bientôt pour à votre tous. présence. À Et bientôt. merci, merci Au revoir. de votre présence. Ciao.